envers cette personne. Ici, nous allons parler d'une forme de la haine. Cette forme de la haine, c'est du racisme qui est lié à la couleur de notre peau. La nature a créé les êtres humains de couleurs différentes, dépend de la région de leur provenance. Et ce n'est pas seulement les êtres humains qui sont de couleurs différentes, les plantes sont de couleurs différentes, les animaux sont de couleurs différentes et même des fois les étoiles que nous trouvons, eh bien quand elles sont visitées, les planètes trouvées quand elles sont visitées, on trouve que celle-ci, elle est rouge. Mars a été qualifiée de planète rouge. D'autres ont été qualifiées d'une autre couleur. Donc la couleur, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Quand nous n'arrivons pas à discerner les couleurs, c'est une maladie de l'œil et on est censé aller à l'hôpital si on a les moyens pour se faire soigner. Le racisme existe bien. Il y a eu des États qui ont eu même pris des décisions pour des hommes de couleur. Ça veut dire que si vous n'avez pas la couleur qui est acceptable, il y a des règles qui vous sont appliquées. Aujourd'hui, on parle de glass ceiling. Jusqu'à quel niveau peut aller les hommes de cette couleur ou de ce couleur? Nous n'allons pas passer notre temps à discuter du racisme. Je vais juste vous donner deux exemples. Il y a une dame, elle vient du Nigeria et on lui a posé la question. Elle a bien réussi dans son domaine. Et on lui a demandé comment elle a fait pour réussir dans son domaine, quels a été ses vrais combats. Elle a dit son premier combat, c'est qu'elle est arrivée en Occident se faire accepter par son nom. Chaque fois qu'elle est allée à l'école, il y avait un problème avec son nom. Ses camarades de classe avaient des difficultés à prononcer son nom. Et à un moment donné, elle a demandé à sa mère si sa mère pouvait lui donner un nom plus normal, plus approprié à son lieu, à son nouveau lieu d'habitation. Et sa mère lui dit, ils vont apprendre à t'aimer, ils vont apprendre à te respecter et ils vont apprendre à prononcer son nom. Elle dit ça lui a pris du temps, mais en prouvant qu'elle était un élève très excellent, en prouvant qu'elle était quelqu'un de reliable, en prouvant ses qualités personnelles, avant la fin de l'année, la maîtresse, les élèves ont commencé par prononcer son nom. Et ça lui a donné une confiance dans tout ce qu'elle fait. Elle est excellente. Où elle essaie de prouver qu'elle a des qualités personnelles et que la position qu'elle tient, elle le tient parce qu'elle est capable de le faire. En méritant le respect de ses pairs, ça lui a permis d'arriver là où elle est. Donc, c'est comme ça qu'elle a vaincu le racisme. Elle a essayé de prouver aux autres qu'elle a des capacités pour faire le travail qu'elle fait ou là où elle est arrivée, elle n'est pas arrivée par coïncidence. Et puis à l'autre côté aussi, il y a une très belle femme qui a trouvé un prince avec qui elle s'est mariée, mais qui, vous savez, des fois quand vous rentrez dans certaines familles, ce n'est pas juste la beauté. C'est des familles qui se sont construites pendant des générations. À part la beauté, il veut voir que vous avez d'autres capacités personnelles. Il veut voir votre caractère. Il vous étudie. Et toutes les filles qui ont eu l'opportunité de sortir avec des hommes qui ne sont pas seulement riches, mais qui sont wealthy, comme on dit, qui viennent d'une longue lignée d'hommes importants, de familles importantes et qui ont les grands moyens, savent que ce n'est pas seulement la beauté. À un moment donné, on arrête tout, on commence par étudier ton caractère. Et pour les belles filles qui ont toujours tout eu par le caractère, oui, nous avons tous une amie qui est très belle et partout elle passe, les portes s'ouvrent. On appelle ça pretty privilege. Et ça existe, il n'y a pas de gêne à le dire. Il y a des filles qui ont réussi parce qu'elles sont belles, elles trouvent de bons maris, elles trouvent de bons boulots, des boulots
très facile aussi. Un boulot qui ne leur donne pas les mots de tête parce qu'elles sont jolies. Il n'y a pas de gêne à le dire. La beauté aussi, c'est une qualité. Mais il y a des moments, la beauté ne règle pas tous les problèmes. Et c'est là qu'on demande à la personne belle de montrer que à part la beauté, elle a d'autres capacités. Cette année, la conférence pour le climat s'est déroulée à Dubaï. Dubaï, c'est un désert qui a été transformé en un très beau pays avec un paysage superbe. Dubaï, c'est l'endroit où il faut aller aujourd'hui. Donc, toute la belle société s'est réunie à Dubaï pour parler du climat. Mais comme chaque année aussi, les discussions pour le climat finissent par aboutir à d'autres discussions. Cette année, tout le monde y est allé, même les manifestants, non pas pour manifester pour le climat, mais pour manifester que la guerre entre Israël et le Hamas cesse. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypocrisie quand il s'agit de sauver la planète. On veut sauver la planète, on ne veut pas arrêter les industries polluantes. Chacun se tourne, pointe du doigt l'autre en disant qu'il pollue plus que moi parce que personne n'est vraiment prêt à arrêter certaines industries qui sont nécessaires, qui emploient des milliers de gens, mais qui sont des industries polluantes. Donc, le président français Emmanuel Macron s'y est trouvé. Mais avant même d'aller à Dubaï, il a fait une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard. Grâce à YouTube, merci YouTube, où il est parti dans une forêt en compagnie d'enfants et leur disait de planter des arbres. Vous savez que l'homme, il a un problème avec le travail. Même devant les enfants, il le dit, allez au travail, allons travailler. Donc, après ça, il est parti à Dubaï faire son travail de président et où il a donné une conférence de presse. Dans sa conférence de presse, on lui a posé la question brûlante, la question qui est sur tous les sujets. Comment l'État d'Israël peut se protéger contre les attentats, contre les inclusions, contre le fait que les Palestiniens ou le Hamas peut rentrer en Israël et prendre des otages et les échanger contre des prisonniers. Et il a dit beaucoup de choses, surtout Macron, le président français, il aime dire beaucoup de choses. Et ça prend du temps pour vraiment étudier tout ce qu'il dit. Donc, ne soyez pas étonnés que ça m'a pris 5 jours. 5 jours. Il a dit que Israël doit avoir sa sécurité, mais pas aux dépens des Palestiniens ou des autres peuples. Moi, je me suis dit, mais de quoi il parle vraiment? Comment Israël peut avoir sa sécurité et au même moment, ceux qui l'attaquent, c'est les Palestiniens. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'État d'Israël, vous saurez qu'il est entouré par ses voisins qui aiment bien l'attaquer ou ses voisins qui hébergent des groupements radicalisés qui aiment bien attaquer l'État d'Israël. L'État d'Israël a livré des guerres que la France n'a pas encore livrées dans sa vie. Tu vois, tu as des gens qui se sont alliés, des États qui te déclarent la guerre et qui s'allient pour venir te déclarer la guerre. Les deux grands combats que la France a connus, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui a combattu la France. Mais l'État d'Israël, les États s'alignent, ils s'associent et puis viennent l'attaquer. Donc, c'est des gens qui ont fait la guerre et qui, quand tu fais la guerre et tu es entouré par tes voisins, tu sais que tes voisins peuvent t'attaquer à tout moment. Comment tu te protèges? Moi, c'était la question que j'aurais posée à Emmanuel Macron. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Alliés sont venus libérer la France avec l'aide des tirailleurs sénégalais, il fallait dérailler une presse qui a été donnée par le président français Emmanuel Macron et toutes les questions que lui ont posées les journalistes bienveillants, même la dame habillée en jaune. Il y a une chose qui n'est pas revenue sur la table, la cause palestinienne. Et c'est ce que tout le monde
avait dit dès le début des attaques du 7 octobre. L'attaque terroriste, l'ampleur de l'attaque terroriste du Hamas et l'ampleur des otages qui ont été des victimes innocentes dérobées à leur famille feront que la plupart des gens ne parleront plus de la cause palestinienne, mais ne parleront que du terrorisme, du banditisme, du Hamas. C'est pour ça que les Palestiniens ne peuvent pas vouloir une chose et son contraire. Ils ne peuvent pas vouloir créer un État par des voies diplomatiques et en même temps avoir des comportements terroristes avec son premier voisin. Ils ne peuvent pas vouloir créer un État et chaque fois qu'une solution leur a été donnée, rejeter cette solution. Tu ne peux pas être un État radicalisé et être à côté de quelqu'un qui n'est pas radicalisé. Si chaque fois que les Palestiniens veulent une chose et en même temps font le contraire de la chose qu'ils veulent, ils ne peuvent pas avancer. C'est peut-être pour ça que chaque fois qu'il y a des discussions, ça n'avance pas. Parce que les Palestiniens veulent une chose, mais le langage derrière la chose est contraire à ce qu'ils veulent. Rappelons que dans cette histoire, il y a eu deux personnes. Il y a les Palestiniens et les Israéliens. Mais les Israéliens ont réussi à créer un État et c'est les Palestiniens qui n'arrivent toujours pas à créer un État. Et on se pose la question, des fois nous devons nous poser la question, mais pourquoi les Palestiniens n'arrivent pas à créer un État? Pourquoi chaque fois qu'ils lui ont donné la possibilité de créer un État, ils sont toujours dans les raisons qui ne les amènent pas à avancer? L'une des raisons, par exemple, c'est qu'on veut leur donner le désert de la Sinaï. Alors que nous avons vu Dubaï, c'est un désert qui a été transformé en un bon État. Même si on leur donnait le désert du Sinaï, s'ils ont la volonté, ils peuvent faire du désert de la Sinaï un beau pays comme le Dubaï. Donc, nous pouvons conclure ici que les raisons pour lesquelles les Palestiniens sont dans cette situation, c'est qu'ils ont des leaders qui